Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Fait marquant, votre émission qui donne la parole aux acteurs ou aux témoins d'événements remarquables. Il y a 2 ans, le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta était renversé par un coup d'État militaire. Auparavant, une série de manifestations a eu lieu à travers le pays et dans la diaspora. Des manifestations sous le leadership du M5 RFP qui ont eu finalement raison de lui. 2 ans après, nous recevons Maître Cheikh Oumar Konaré, il est avocat. Avec lui, on va parler des causes lointaines et immédiates de la déchéance du président Ibeka. Maître Konaré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Okay. Maître, déjà, comment le 18 août, dites-nous comment est-ce que vous avez eu l'information du coup d'État contre le président Ibeka. Bonsoir à tous. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire du président Ibrahim Boubacar Keïta, que j'ai connu lorsque j'étais journaliste vers les années 1996-97. Il était venu pour mater la révolte interne à l'ADEMA. Il était aussi venu pour mater l'AEM. Donc la combinaison de ces deux forces avait réussi à déstabiliser le pouvoir de Alpha Oumar Konaré au point que 2 premiers ministres en 6 mois, je crois, Younousi Touré et Ablaye Sekousso avaient dû démissionner, laissant presque le pouvoir dans la rue avec l'Assemblée nationale incendiée et beaucoup de choses. Alors, ces défis sécuritaires et politiques que Ibeka a pu relever en ce temps-là lui avaient donné l'image d'un homme de poigne, l'image d'un homme d'État, l'image d'un homme de mission. Parce qu'il n'était pas donné à tout le monde de chasser de l'ADEMA la frange de Mohamed Lamine Traoré et autres qui sont partis fonder le Myria, conserver la tête du parti et la tête du gouvernement pendant 6 ans, alors que ses prédécesseurs n'arrivaient pas à faire 2 mois. Mettre l'AEM au pas, ce n'était pas donné à tout le monde. Et donc, en réussissant ces missions au-delà de toute espérance, Ibrahim Boubacar Keïta avait donné au peuple malien l'image d'un combattant, d'un homme de poigne, d'un homme qui ne pouvait pas échouer dans les missions d'État qu'on pouvait lui confier. D'où le fait qu'il a connu une carrière exceptionnelle au Mali. D'abord, conseiller spécial diplomatique du président Alpha, ensuite ministre, ambassadeur, ensuite ministre des Affaires étrangères, premier ministre pendant 6 ans, puis quand il a rompu avec Alpha, il deviendra par la suite président de l'Assemblée nationale et enfin président de la République. Donc, du fait de son parcours exceptionnel, du fait de l'image qu'il donnait, et puis du fait de ce que tout le monde se disait que c'était un homme de parole et de poigne, tout le monde s'attendait à ce que Ibeka soit effectivement élu en 2013, comme il l'a été. Quand il a été élu, tout le monde s'attendait à ce qu'il règle le problème de sécurité qui se posait à cette époque, c'est-à-dire la rébellion. Il avait commencé, il avait bien commencé. Il avait bien commencé lorsqu'il disait que en aucun cas le président de la République du Mali ne s'abaisserait au niveau de groupes armés et que les groupes armés devaient d'abord déposer les armes pour pouvoir discuter avec lui. Ce faisant, il prenait un risque, parce qu'il prenait le risque de mettre au placard l'accord de Ouagadougou qui avait tracé et permis la tenue de la présidentielle de 2013 et qui avait tracé
le chemin du dialogue qui devait être fait avec les groupes rebelles. Donc il prenait le risque de mettre cet accord au placard. Il prenait aussi le risque de mécontenter les États de la sous-région qui s'étaient portés en médiateurs par rapport à cet accord-là. Et il prenait aussi le risque d'une guerre avec les groupes armés, alors que l'État malien n'avait pas une armée assez solide pour mener une telle guerre. Et ça n'a pas raté. Deux événements sont venus totalement bouleverser. On va revenir à ces causes-là, mais déjà, comment est-ce que vous avez eu l'info dans la journée du 18 août? Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu les véhicules venir prendre Ibeka chez lui et l'amener à Kati. Comme tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai regardé cet événement-là. Maintenant, selon vous, quand est-ce que selon vous les choses ont commencé à prendre une mauvaise tournure? Oui, mais j'étais là-dessus. Justement, voilà. Voilà, donc en prenant le risque de bouleverser l'accord de Ouagadougou et de mécontenter les groupes armés et les puissances sous-régionales et internationales, eh bien, Ibeka a fini par recevoir 2 coups de massue sur la tête. Le premier coup, ça c'est la guerre ratée de Kidal, je veux dire la guerre perdue de Kidal. Parce qu'on l'avait convaincu qu'on pouvait effectivement prendre d'assaut Kidal, libérer Kidal, ce qui aurait fait de lui un héros de la trempe d'un Babemba ou d'un Sundiata. Vous faites allusion à la visite du Premier ministre Mara? Après la visite du Premier ministre, il y a eu la guerre. Oui. Mais cette guerre, Ibeka l'avait décidé et il pensait qu'il pouvait l'emporter. Et effectivement, sur le terrain, les premiers combats avaient tourné à l'avantage de l'armée malienne. Mais vous savez que les rebelles, ils ont toujours de la ressource dehors, derrière les montagnes et dans le grand désert. Des gens inconnus sont venus se jeter dans la bataille pour les aider et l'armée malienne a été défaite. Donc là, c'est la première grande erreur. Ça, c'est le premier événement qui a brisé les ressorts de Ibeka. Le deuxième événement, c'est qu'en sentant qu'il était en train de prendre le chemin de l'émancipation, les services français, les médias français, et les hommes politiques français ont commencé à publier dans l'espace public des choses qui n'étaient pas forcément à l'avantage de la réputation de Ibeka. L'affaire Tomi. L'affaire Tomi et d'autres. Alors ça, c'est le deuxième événement qui a brisé les ressorts de Ibeka, qui l'a amené à signer donc l'accord d'Alger dont les effets se sont montrés délétères sur la sécurité dans tout le nord et finalement dont les effets se sont propagés jusqu'au centre. La troisième chose qui a fait que Ibeka a perdu la main, c'est, je crois, son état de santé, qui n'a pas cessé de se dégrader depuis son élection. Et donc, quand tu prends la combinaison de ces trois éléments, Ibeka a littéralement perdu la main, d'où le fait que les Maliens n'ont plus revu cet homme de poigne qu'ils avaient élu. Les Maliens ont plutôt vu, en lieu et place d'un homme qui devait décider de leur destin, ils ont plutôt vu l'intrusion des amis, des membres de la famille, des courtisans, etc. Okay. Très bien. Voilà. Oui. Et maintenant, ça ce sont peut-être des causes lointaines, mais dans l'immédiat, on a parlé aussi des élections
présidentielle de 2018 où après des dites élections, il y a eu des manifestations, surtout de l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé. Vous savez, Ibeka a été élu principalement en 2013 grâce au soutien de l'armée d'abord. La junte militaire de Sanogo l'a soutenu à bout de bras. Ensuite, comment on appelle ça? Il a été élu également grâce au soutien des leaders religieux et donc de leurs troupes. Et enfin, avec le soutien de la France. Ça, c'était en 2013. Mais en 2018, lorsqu'il a fallu renouveler le mandat, Ibeka n'avait plus le soutien de cette armée-là qu'il avait fait venir. Deuxièmement, il n'avait plus le soutien des rebelles, des leaders religieux. Il avait rompu non seulement avec l'imam Mahmoud Diko, mais également avec le shérif de Nioro qui ne cessait de lancer des imprécations à son endroit. Et donc, il était obligé maintenant, et le soutien de la France était très très tiède d'ailleurs. Donc les trois forces qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir en 2013 l'avaient presque lâché en 2018. Donc il a tenté de remplacer ces soutiens-là par la force qu'il tirait de sa position de chef de l'État. Et donc c'est l'État qui a été utilisé pour remplacer la base sociologique et électorale qu'il avait. Okay. Maintenant, est-ce que vous voulez dire qu'en réalité, Ibeka, vu tous ces départs-là de ses rangs, il ne devrait pas se présenter parce que certains disaient qu'il ne fallait pas qu'il se présente parce que je prends l'exemple sur l'ancien président de l'Assemblée, Ali Diallo, qui lui avait fait un message en lui disant de ne pas se présenter. Est-ce que selon vous aussi, Ibeka ne devrait pas se représenter à la présidentielle de 2018? Si Ibeka avait tout pouvoir sur lui-même, il aurait pu réaliser un bilan appréciable entre 2013 et 2018. Mais puisque divers événements l'ont empêché d'avoir un bilan, et que de surcroît, sa décision ne dépendait pas forcément de lui-même, mais plutôt d'influences liées aux amis politiques, aux amis tout court et à la famille, Ibeka n'aurait pas pu décider de ne pas se présenter. Sinon, en période normale, il aurait pu le faire, rien que pour aller se soigner, mais il ne pouvait pas le faire parce que c'était laissé en pâture tous ses alliés. Et donc, tout le monde a concouru pour qu'il puisse rester. Donc, on lui a en quelque sorte forcé la main pour qu'il reste. Moi, je crois. Okay. S'il avait été libre, il aurait fait comme son ami François Hollande. Okay. Mais il n'était pas libre. Okay. Très bien. Et sur le plan sécuritaire aussi, on attendait beaucoup à Ibeka pour vraiment un changement de cap. Mais malheureusement aussi, à ce niveau, il n'a pas gagné son pari. On se souvient des attaques contre Ogosagou où il y a eu des centaines, plus d'une dizaine de morts. Est-ce que vous croyez qu'aussi, vu qu'il n'a pas réussi sur le plan sécuritaire aussi, cela a aussi conduit à sa chute? Vous savez, quand Ibeka venait, la situation n'était pas aussi dramatique. Mais la situation est devenue de plus en plus dramatique depuis notre défaite militaire à Kidal. Parce que depuis lors, les rebelles ont repris du poil de la bête. Et avec l'accord d'Alger, ils ne cessaient de faire du chantage sur l'État. Avec le soutien, bien entendu, des partenaires étrangers, dont la France. Et de surcroît, les rebelles se sont accoquinés avec les terroristes comme dès le début de la rébellion. Et au finish, on s'est retrouvé avec une armée qui ne pouvait pas faire face, malgré les efforts effectivement
consacré par Ibeka au réarmement du Mali. Ce réarmement ne pouvait pas permettre à l'armée en si peu de temps de se redresser, pour la bonne raison qu'une grande partie des armes achetées se retrouvaient bien sûr dans des affaires étaient détournées. Bon. Donc l'insécurité est allée crescendo jusqu'à ce que ça a quitté le nord pour gangréner le centre. Et la faiblesse du pouvoir central faisait qu'aucun correctif n'était possible. Si bien que, en réalité, le peuple est tombé dans le désespoir. C'est en fait le désespoir du peuple qui a fait que Ibeka est tombé. Parce que même ceux qui se sont élevés contre lui ne croyaient plus en lui. Ses amis ne croyaient plus en lui. Et ses adversaires politiques ne croyaient pas en lui, au point que même lorsqu'il a ouvert le gouvernement pour qu'il vienne, ils ont refusé. Parce que pour eux, revenir travailler avec Ibeka, c'était se faire harakiri. Parce qu'ils étaient convaincus que l'entourage de Ibeka ne les laisserait pas travailler. Okay. En parlant de l'entourage de Ibeka, bientôt, maintenant déjà, vous l'avez évoqué, hein, la corruption, hein, surtout dans l'armement, hein, des troupes. Maintenant, à ce niveau aussi, on attendait beaucoup d'Ibeka, mais malheureusement aussi, la corruption n'avait pas été assez combattue. On se souvient qu'il avait décrété l'année 2014 comme l'année de lutte contre la corruption, mais bon, le résultat n'a pas été au rendez-vous. Cela aussi peut être aussi à la base de sa chute. J'en ai parlé. Oui. J'ai dit le désespoir. Parce que quand les gens sont désespérés du point de vue sécuritaire, quand les gens sont désespérés du fait qu'ils ne pourraient pas travailler parce que le président ne dirigeait pas véritablement, quand les gens sont désespérés du fait que le président en qui ils avaient placé leur confiance n'avait pas les moyens physiques et intellectuels, politiques de répondre à l'attente du peuple, alors le désespoir s'installe. Et ce désespoir-là est à l'origine du soulèvement. Le soulèvement aurait pu être arrêté si, par exemple, Ibeka, d'office ou à la demande du M5, le mouvement qui le contestait, avait pris les mesures idoines dès le début. Parce que le M5, il faut le rappeler, oui, était principalement constitué de ceux qui avaient échoué à renverser Ibeka en 2018. Donc le FSD et autres. Si tu vois que le M5 a eu l'essor qu'il a eu, c'est parce que à ces forces politiques est venu s'ajouter l'imam Mahmoud Diko. Et quand l'imam Mahmoud Diko est venu, le M5 a redoublé de force. Mais l'imam aurait pu être neutralisé si Ibeka, en fin tacticien, lui avait concédé certaines choses. Par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale, ou encore la nomination d'un premier ministre de plein pouvoir, comme l'imam avait réussi, le M5 à l'accepter. Si Ibeka avait fait ce genre de concession, l'imam se serait retiré de la lutte et la lutte aurait perdu beaucoup de sa force. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas Ibeka qui décidait. Okay. Très bien. Maintenant, revenons jusque là sur le M5 RFP. C'était un mouvement hétéroclite. Mais au début des manifestations du M5, on voyait que le régime n'était pas assez conscient de la capacité du M5 RFP. Ce qui m'amène à dire est-ce que le régime ne négligeait pas la capacité de nuisance du M5 RFP au début? Je ne crois pas. Parce que dès le 5 juin, tout le monde a vu combien de gens étaient dans la rue. Le M5 s'est appelé M5 en souvenir, en référence à cette mobilisation gigantesque du 5 juin. Alors, donc Ibeka, ses services, ses amis, et tout le monde a vu la force de mobilisation du M5.
dès le premier jour. Et donc, on ne peut pas me convaincre que Ibeka ait minimisé cette mobilisation. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas pris les bonnes décisions pour neutraliser les M5. Ok. L'imam Mahmoud Dicko, vous le disiez tantôt, l'imam Mahmoud Dicko était proche d'Ibeka. C'est pourquoi certains même disaient qu'il était à la fois le problème et la solution. Ibeka, est-ce qu'il a fait assez pour que l'imam puisse vraiment faire des concessions et par ricochet aussi pousser les M5 à accepter ces concessions-là? Parce que l'imam aussi avait cette capacité de parler à la fois à Ibeka et aussi de parler aussi à M5 pour Je vous l'ai dit, l'imam Mahmoud Dicko l'a répété, il ne voulait pas la chute d'Ibeka. Ce que lui voulait, c'était en fait obliger Ibeka à partager le pouvoir avec ses opposants, mettre à la tête du gouvernement quelqu'un qui aurait pour mission de redresser l'État, notamment du point de vue de la sécurité, et sur lequel Ibeka n'aurait pas d'influence particulière, d'où le fait que l'imam est parvenu, du fait justement de sa capacité de mobilisation et du respect dont il jouissait au niveau du M5, il est parvenu à convaincre le M5 de faire un cahier de charges, de faire un mémorandum qui prévoit la nomination d'un premier ministre de plein pouvoir. L'idée de plein pouvoir, c'est que le premier ministre devait répondre devant le peuple et non pas devant Ibeka. Bon, même si cela jurait avec les principes constitutionnels en vigueur à l'époque, Ibeka aurait pu tenter cette solution-là qui aurait eu pour effet de déconnecter le M5 de l'imam Mahmoud Dicko. Et si cette déconnexion devenait une réalité, le M5 aurait perdu beaucoup de sa force. Et d'ailleurs, avec la nomination du Premier ministre de plein pouvoir, beaucoup de gens se seraient retrouvés dans la conduite de l'État et auraient cessé toute contestation. Il fallait de toute urgence dégoupiller la grenade que constituait le M5. Malheureusement, à force de tergiverser, à force d'hésiter, à force Ibeka n'a pas pu prendre les bonnes décisions. Par là d'hésitation, voilà. On a aussi appris que Ibeka et Mahmoud Dicko ont été tous reçus par l'ancien président Moussa Traoré et il avait même pris des engagements chez lui. Mais malheureusement, ces engagements n'ont pas été appliqués. Et on nous apprenait aussi que dans les coulisses qu'il devrait faire un discours qui allait pouvoir parvenir à rassembler tous. Mais malheureusement, ce discours-là aussi a été modifié à la dernière minute par un petit clan. Vous rapportez ce que nous avons tous entendu. Oui. Et c'est ce que je résume en 2 mots. Il a trop hésité et ce n'est pas lui qui décidait. Et c'est ça qui lui a causé le tort que nous avons connu. Très bien. Justement, le 18 août, ce qui devrait arriver est arrivé. En voyant le président Ibeka à la télé annoncer son discours de démission, comment est-ce que vous vous êtes senti, M. Konaré? Ibeka a dit un mot qui montrait qu'il n'a pas démissionné de son bon gré. Il dit « avais-je le choix ?» Il dit qu'il a été pris par les militaires et qu'aujourd'hui il présente sa démission à leur demande. Et il dit « avais-je le choix ?» Ça signifie ça résume toute la situation. On lui a forcé la main. On lui a forcé la main, il a démissionné, c'était un coup d'État, ça c'est clair. Il ne s'est pas rendu de lui-même à Kati. Oui. Les gens qui sont venus le chercher sous la pluie n'auraient pas pu le faire s'il avait le pouvoir. Oui. Donc Ibeka a bel et bien été renversé, mais comme pour ATT, on a tenté d'atténuer les effets juridiques de ce renversement en le transformant en une sorte de démission du président. Mais si la CEDEAO et les autres pays de la sous-région n'avaient pas considéré la situation comme un coup d'État, nous n'aurions pas été sanctionnés.
C'est parce que tout le monde est d'accord qu'il s'agit d'un coup d'État malgré les dénégations initiales de ceux qui ont renversé Ibeka, que des sanctions de la CEDEAO sont intervenues, notamment la suspension du Mali et même un début d'embargo. Justement. Très bien. Maître Konaré, beaucoup disaient que la France aussi, vous l'avez peut-être évoqué tantôt, Ibeka a été lâché par la France, sinon elle aurait pu trouver une solution. Pourquoi ce n'est pas s'interposer entre Ibeka et ceux qui étaient venus ce jour-là pour le coup d'État? Est-ce que c'était possible? C'est l'un des torts de Ibeka d'avoir trop cru à la France. Or, la France n'a pas d'amis et n'a que des intérêts. La France ne va pas se brouiller avec l'État du Mali. Le peuple du Mali compromet tous ses intérêts au Mali et au Sahel à cause d'un homme. La France préfère te lâcher quand tu n'as pas pu tenir. Ça a toujours été comme cela, avec la France comme avec d'autres pays occidentaux. 2013. Donc, de 2013 à 2018, Ibeka s'est reposé sur le soutien français. Mais pour que tu sois soutenu par la France, il faut d'abord que tu sois soutenu par le peuple. Mais si le peuple te lâche, la France ne va pas accepter de partir avec toi. C'est ça. Okay. Très bien. Maître Konaré, depuis 2 ans, nous sommes sous une transition. Déjà, comment est-ce que vous trouvez cette transition? Est-ce que les choses changent? Moi, j'ai soutenu cette transition et je continue de le faire. Pour la bonne raison que c'est notre dernier espoir. Le pays a atteint le tréfonds du malheur et nous ne pouvons pas nous en sortir dans la division. Moi, c'est tout ce que je sors pour dire à la télé, à la radio, c'est pour le bien de ce pays. Et donc, mon soutien n'a pas d'autre but que d'aider le Mali à sortir de l'ornière. Alors, ce que la transition a apporté de nouveau, c'est la renaissance de l'espoir. Nous pensons, nous autres Maliens aujourd'hui, qu'il y a un espoir, une lueur d'espoir qui est née avec la transition et qu'il faut consolider. Quelle est cette lueur d'espoir? La lueur d'espoir, c'est que vous avez vu la manière dont nous avons dit non à l'hyperpuissance française. Et même à d'autres pays que la France. Le Danemark, l'Allemagne, la MINUSMA. Nous avons dit nos 4 vérités à tous nos partenaires, au point que nous apparaissons aujourd'hui comme des gens qui n'acceptent plus n'importe quoi. Ce n'était pas le cas sous les régimes précédents. Certes, Alpha a refusé d'aller accueillir Chirac à Dakar. Certes, ATT a refusé de donner une base militaire aux Français et de signer l'accord de migration, de retour des Maliens qui se trouvaient en France. Il y a eu certainement des présidents qui ont dit non à la France à certains moments, mais jamais personne n'a eu, comment on appelle ça, à l'idée de rompre avec la France avec une telle brutalité. Et donc, ça a contribué à redonner aux Maliens une certaine fierté due au fait qu'on se sent libéré de l'hyperpuissance française. Ce sentiment donne un sentiment d'espoir. Mais ce n'est pas le seul. Depuis le début de la transition jusqu'à nos jours, il y a un réarmement phénoménal avec l'acquisition de nouveaux avions de combat, de radars. Donc, bref, il y a comment on appelle ça, sur ce terrain du réarmement, une grande lueur d'espoir. Et puis, le changement stratégique a redonné espoir au peuple malien, le changement dans la stratégie et dans le partenariat. Parce que, sans vous mentir, tous les Maliens pensaient
Et la plupart des Maliens continuent de penser que c'était la France qui entretenait les groupes terroristes. Et donc, trouver un gouvernement, moi je ne juge pas. Okay. Mais c'est un sentiment que les gens avaient. Oui. Alors, trouver un gouvernement et un président qui disent non à la France, qui mettent à la porte l'ambassadeur, RFI, France 24, etc., mais qui fait venir la Russie en laquelle tous les Maliens ont toujours cru, je crois que ce sentiment d'espoir est réel. Okay. Maintenant, je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés. Justement. Je ne dis même pas que la moitié des problèmes soient réglés. Mais l'espoir est revenu. Et nous vivons d'espoir. Okay, très bien. Maître, l'espoir est retrouvé, mais maintenant, jusqu'à quand? Et qu'est-ce que nous devrons faire pour vraiment maintenir cet espoir-là? Le seul élément qui me refroidit un peu, c'est que nous n'avons pas pu, sous cette transition, réaliser le rassemblement national dont moi je rêvais. C'est-à-dire que je trouve qu'on a trop traîné dans l'ouverture des instances de l'État, telles que le CNT, le gouvernement, l'administration, pour intégrer ceux qui contestent l'action du gouvernement. Il est bon de faire ça, ça a commencé. Les CV pour le CNT et autres ont été reçus. Je crois que ça va suivre avec le gouvernement. Donc il y aura un aménagement gouvernemental. Voilà, il faut ouvrir. Il faut ouvrir, même et surtout à ceux qui contestent l'action du gouvernement, afin qu'il y ait un minimum de paix sur le front politique. Okay. Et cette pacification du front politique va nous permettre de faire mieux face aux défis sécuritaires. Okay. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un remaniement ministériel, gouvernemental peut-être en vue? Moi, je crois que l'ouverture passe par l'ouverture du CNT qui a commencé et ensuite l'ouverture du gouvernement. Maître Konaré, on parle beaucoup, et c'est devenu même une rengaine à chaque fois, on parle de refondation. Est-ce que selon vous, le train de la refondation a pris son départ? Le train a bel et bien pris son départ. Vous avez assisté aux assises nationales, vous avez assisté à toute la rupture, parce que la rupture avec la France, la CEDEAO, le bras de fer, l'embargo, tout ça montre bien que nous avons pris un chemin qui était inconnu de nous depuis l'époque de Modibo Keïta. Parce que qu'est-ce que la France avait faisait chez nous? La France avait pris l'habitude de faire main basse sur notre système politique et électoral. Vous êtes candidat, la France vous prend par la main, elle vous amène de chancellerie en chancellerie sous-régionale, récolter les moyens de votre campagne, et une fois que vous êtes élu, vous devenez son obligé. Et à travers vous, la France faisait main basse sur tout le système politique et économique du Mali. C'est cela qui est terminé. Aujourd'hui, nul ne peut plus compter sur la France pour être élu à la tête de l'État malien. Ça, c'est un virage à 190 degrés. C'est un changement total de politique. Maintenant, du point de vue de la stratégie du partenariat sécuritaire, là aussi, il y a eu un changement déchirant. Oui. On est désormais avec la Russie à 100%. On n'est plus avec la France. Sauf qu'on dit qu'avec la Russie aussi... Vous avez vu les assises qui ont adopté des recommandations. Vous avez vu qu'il y a une commission de relecture de la Constitution qui est en cours. Donc, on est bel et bien en période de refondation. Okay, très bien, nous sommes en période de refondation. Vous avez parlé aussi de la Russie. Sauf qu'il y a certains qui craignent aussi que ça soit la collaboration avec la Russie, ça soit une sorte de changement de maître. Est-ce qu'il n'y a pas ces risques-là aussi? Je ne crois pas, parce que la France est handicapée par le fait qu'elle fut notre puissance coloniale. La Russie ne nous a jamais colonisés, donc nous sommes moins complexés par rapport à la Russie que par rapport à la France. Okay.
Maître Konaré, la refondation est en cours. Est-ce que vous pouvez faire d'autres propositions pour que vraiment cette refondation, à la fin de la transition, soit une réalité, pour vraiment que nous ne revenons plus à cette case de départ? Moi, je crois que la refondation est en cours. Et comme la majorité des Maliens, j'adhère à cette politique de refondation. Nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir cette politique qui va nous libérer de beaucoup de choses, et nous espérons que la sécurité ira en s'améliorant, même si ces derniers temps, il y a eu une recrudescence des attaques terroristes. Mais vous savez, la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. La loi électorale qui a été adoptée n'a pas tout à fait répondu à mes attentes, parce que je voulais, comme le gouvernement, qu'il y ait un organe indépendant qui va organiser techniquement et matériellement les élections. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, il faut voir dans les réformes intervenues à travers la loi électorale que la CENI, au moins, c'est-à-dire le rôle de superviseur de la CENI a été dévolu à l'EIGE. Et l'EIGE a beaucoup plus de pouvoir que l'ex-CENI. Donc c'est déjà ça de gagner. Prions pour que il n'y ait aucune crise post-électorale, qu'il n'y ait aucune difficulté à organiser des élections transparentes, et que, comme en 2013, celui qui aura été battu au second tour félicite celui qui aura été élu. Si nous réussissons à élire un président réellement légitime, je pense que ce président va pouvoir parler aux Maliens de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Et les Maliens vont l'écouter. Et il faut également profiter de cette transition pour régler une bonne fois pour toutes la question de la rébellion au nord. Parce que c'est la rébellion qui nous a amené le terrorisme. Donc tant qu'on ne règle pas le problème à la source, on ne pourra pas régler le problème sécuritaire. Il faut régler la question rebelle. Et cette question ne peut pas être réglée par des mesurettes. Elle ne peut pas être réglée par l'ambiguïté. Cet accord d'Alger qui a été signé en 2015 doit absolument être relu, et pour qu'on s'entende clairement sur ce qui est faisable et sur ce qui n'est pas faisable. Et ensuite, transformer cet accord d'Alger en une loi. Je veux dire l'accord d'Alger relu et revisité. OK? Oui. Afin que tous les Maliens sachent que tout le monde est d'accord sur telle mesure et mettre effectivement ces mesures-là en œuvre. Okay. Maître, au-delà de tout cela aussi, l'une des plaies de la République, c'est aussi la justice. Vous êtes aussi un acteur de la justice. Est-ce que vous avez des propositions pour que la justice du Mali soit juste? Des propositions, je vous en ferai 100 millions. Mais je m'en tiens à une seule. Il faut installer un système efficace de contrôle, de supervision de l'appareil judiciaire. Quand on aura réussi ça a beaucoup d'implications, ça a beaucoup de ramifications, hein, mais il ne faut pas que un mauvais jugement soit rendu en toute impunité. Un appareil, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer davantage cet appareil-là qui va contrôler la justice? Ça peut être composé de quoi? Je n'ai pas dit de créer un appareil qui va contrôler la justice. J'ai dit de faire en sorte qu'il y ait un système oui, de contrôle de l'activité de la justice. Oui. Ce système, mettre en place ce système demande beaucoup de mesures de réflexion. Ce n'est pas le lieu de parler de ça ici. Très bien. Maître Konaré, on va avancer. Le Mali, après la France, nous ne sommes pas
beaucoup en odeur de sainteté avec nos voisins. L'une des dernières crises, c'est celle du Mali, la Côte d'Ivoire, affaire des 49 militaires. Certains disent que nous ouvrons trop de fronts. Est-ce que vous êtes du même avis? Vous savez, je suis l'un des premiers à avoir prôné la résistance contre la CEDEAO. Pourquoi? Parce que je considère la CEDEAO comme un démembrement de la France-Afrique. Et ce que la CEDEAO nous demandait, c'était proprement de liquider notre pays. C'est-à-dire renoncer à toute réforme, et renoncer à tout réarmement, et renoncer à toute politique de libération, et renoncer à tout et organiser dans les plus brefs délais des élections, même bâclées, et sortir de la transition. Voilà ce que la CEDEAO voulait. Et moi, j'ai dit que c'était un suicide. Donc si la CEDEAO pouvait nous mettre dans une bouteille, qu'elle le fasse, mais moi j'ai soutenu la ligne qui consistait à rejeter son dictat, à rejeter ce que la CEDEAO demandait et à supporter l'embargo. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, oui. Et nous l'avons fait brillamment. Brillamment, très bien. Maintenant, je suis aussi de ceux qui ont dit qu'il fallait libérer au plus tôt les soldats ivoiriens parce que nous sommes déjà sur beaucoup de fronts. Nous sommes en conflit avec la France. Nous sortons à peine d'un conflit ouvert avec la CEDEAO et l'UEMOA. Nous avons des partenaires comme l'Allemagne, le Danemark, avec lesquels il y a quelques bisbilles. Nous avons un front sécuritaire très délicat à gérer contre les terroristes. Nous avons la rébellion à gérer. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller, comment on appelle ça, entretenir un nouveau feu contre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne dis pas que les soldats ivoiriens sont venus légalement, hein, mais j'ai dit que, comme les Bambara le disent là, c'est-à-dire que fin d'obé Amadi Diota là, Mati Ourechi, on peut, c'est-à-dire que les Ivoiriens ont certainement tort de venir comme ils sont venus dans un pays où la sécurité est en alerte maximale. Mais on pouvait trouver des solutions diplomatiques, des solutions politiques. Moi, j'aurais préféré des solutions de ce genre-là, plutôt que d'aller dans un bras de fer qui va nous divertir de nos missions principales. Donc il faut éteindre le feu. Il faut éteindre au plus vite le feu avec la Côte d'Ivoire. Très bien. Maître Konaré, aujourd'hui, aux environs de 11h, l'état-major général des armées françaises a annoncé le départ des derniers soldats du Mali. Une réaction là-dessus? C'est dans l'ordre normal des choses. La France avait demandé 6 mois et notre ministre porte-parole du gouvernement avait dit 3 fois, sans délai. Oui. Voilà. Donc si le dernier soldat est parti, c'est très bien. Vous savez, moi je pense que la France et nous, entre la France et nous, le divorce était stratégique, quoi. Il y avait un malentendu sur l'action militaire française. Pour la France, qui n'est pas venue pour nous, hein, elle est venue pour sécuriser elle-même et pour sécuriser l'Europe. Pour la France, il fallait empêcher les regroupements des terroristes, détruire les sanctuaires terroristes, empêcher les regroupements des terroristes, afin de les empêcher de porter des actions décisives sur les pays côtiers qui sont les vrais amis de la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, l'action militaire de la France consistait à liquider les grands regroupements. Maintenant, la France avait dans l'idée qu'il revenait au Mali de contenir maintenant les éléments qui se disperseraient
dans la nature, donc dans nos villages. Oui. Or, nous pensions qu'en faisant appel à la France, il appartenait à la France de liquider ces gens-là aussi. Okay. C'est-à-dire les terroristes qui se disperseraient sur notre territoire. Okay. Or, la France n'avait ni cette volonté et ni les moyens de mener à bien ce deuxième combat. Okay, donc, il y a eu un malentendu dès le départ. Okay. Voilà. La France, c'est une dernière question, nous ne sommes plus par le temps, la France est partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour nous, Maliens, l'armée malienne, pour que vraiment nous puissions en finir avec l'hydre du terrorisme? Le réarmement est en cours et il doit continuer. Okay. Le Malien doit compter sur son armée parce que tous les soldats étrangers que vous voyez chez nous ne sont pas venus pour mourir. Ils sont venus pour avoir un bon salaire et jouer les gardiens de la paix. En vérité, seule l'armée malienne peut libérer les territoires maliens et c'est ce chemin que nous avons pris. Nous devons persévérer dans ce chemin, mais éviter les distractions, des distractions de nature politique. Et c'est pourquoi je suggère qu'il y ait un rassemblement politique national. Éviter les distractions, c'est-à-dire les sujets périphériques qui nous distraient de notre combat sécuritaire qui est le combat principal. Voilà. Très bien. Ça serait le mot de la fin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Notre invité était M. Cheikh Oumar Konaré. Il est